Est publié aux éditions Plomb, Éloge de l'anormalité, un livre écrit par un homme de gauche, un homme déçu par sa famille politique et bien au-delà du politique, je dirais. Oui, enfin c'est surtout un livre d'espoir, j'allais dire, face à la profondeur, à la gravité de la crise. Donc je souhaite pas revenir, j'allais dire, sur le constat qui est dans le livre et qui est effectivement l'impuissance du politique et l'incapacité du politique à agir et à réagir, en tout cas dans les années passées. Mais je pense qu'effectivement, il est temps aujourd'hui, voilà, de faire des choix audacieux et de retrouver un peu de l'imagination et du courage. Vous dénoncez la passivité du monde politique. Oui, enfin, ce que j'appelle la passivité du politique, c'est l'incapacité de celui-ci à oser affronter les difficultés que nous connaissons. C'est un secret pour personne. On est en train de traverser en France et en Europe une crise grave et profonde. On l'a vu évidemment avec les chiffres du chômage qui continuent de monter. On le voit avec la précarité, on le voit avec la montée des inégalités. Et je dis juste que si nous restons les bras ballants, il y a un risque de rupture économique et sociale et donc politique très important. Et à nouveau, ce risque de rupture est reflété, me semble-t-il, dans le résultat des élections municipales et la montée des extrêmes. Et donc ce livre, je l'ai écrit pour dire, voilà, une autre politique est nécessaire et une autre politique est possible. J'entends bien sûr par politique une politique économique, plus audacieuse et une politique de soutien et de relance. Le titre de votre ouvrage, Éloge de l'anormalité, contre-pied bien sûr au président qui s'est décrit comme un président normal dès sa campagne en 2012. Que manque-t-il justement au chef d'État aujourd'hui ? Vous dites gouverner, ce n'est pas suivre l'opinion, chercher à lui plaire, c'est au contraire à l'inverse la devancer. C'est important ça. Oui, enfin mon propos n'est pas conjoncturel, il n'est pas adressé à telle ou telle personne. Ça tombe très bien. Néanmoins, en plein contexte des municipales, ça tombe bien, mais, et puis à la raclée que s'est pris la gauche. Mais c'est un propos général et que je fais, un constat que je fais au regard des politiques qui sont menées à nouveau en France et en Europe par des responsables de droite comme de gauche au cours des dernières années. Ce qui me frappe en effet, c'est ce que vous venez de dire, c'est une forme de passivité face à la difficulté ou aux difficultés de la situation qui s'explique par différentes façons, ou de différentes façons. La première raison, je crois, c'est le raccourcissement du cycle électoral, qui fait que le politique, dès qu'il est élu, se préoccupe immédiatement de la prochaine élection et donc donne une priorité absolue. Exactement, donne une priorité absolue au court terme. Cette priorité au court terme fait qu'il a tendance, le politique, à suivre l'opinion publique. Et donc c'est le règne des sondages ou des réseaux sociaux. On regarde ce qui se dit sur tel ou tel réseau, plutôt que on ne cherche à devancer l'opinion publique et à tracer l'horizon. Et c'est ça que je trouve un tout petit peu dommageable. Alors vous dites que votre ouvrage est un livre d'espoir. Moi, je l'ai trouvé plutôt pessimiste, en fait. Ah non, il est plein d'espoir. Plein d'espoir, votre espoir. Oui. Mais quand on lit le constat des politiques aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'on est quand même loin de ces grands hommes d'État qui ont fait l'histoire. Oui, mais si vous me l'autorisez, c'est tout l'inverse. C'est vraiment, il y a un constat un peu sombre qui est fait, très en effet. Sombre. Oui, sombre, parce que, à nouveau, je suis triste, déçu, frustré par la passivité du politique, je n'y reviens pas, mais en même temps c'est un livre d'espoir parce que je pense que il est possible d'agir, c'est-à-dire que ce livre est un cri d'amour, j'allais dire, pour la politique, mais il faut oser retirer le couvercle en quelque sorte et considérer, si vous me l'autorisez, considérer qu'il y a un certain nombre de contraintes qu'on peut lever. Je vais prendre un exemple en Europe qui est l'Italie de Matteo Renzi. On dit il n'est pas possible de bouger, il n'est pas possible de relancer parce que soit la Commission européenne interdira, soit les marchés financiers réagiront mal, soit l'opinion publique elle-même bloquera. Eh bien, l'exemple italien montre qu'il est possible de faire une politique qui n'est pas la politique attendue par tel ou tel, mais qui n'est pas contestée ou remise en cause ni par la Commission européenne, ni par les marchés financiers. Ça montre qu'il est possible, si vous voulez, de casser les règles et de renverser la table. Il vient d'arriver en même temps. Oui, mais enfin, il vient d'arriver. Justement, c'est très intéressant parce qu'il vient d'arriver. À peine arrivé, il a annoncé des mesures fortes. Il lui a fallu 5 jours entre le moment où il est arrivé au pouvoir et le moment où il annonce ces mesures. Ces mesures vont à rebours de ce que les marchés financiers, pense-t-on, attendaient. Elles vont à rebours de ce que la Commission européenne demande. Et pourtant, personne ne les conteste. Alors moi, j'ai vu un petit peu le message de Stéphane Hessel. Indignez-vous. Parce qu'en fait, vous dites, il ne faut pas renoncer, il faut refuser ce qui est, il faut lutter contre la norme, contre la règle, etc. Ça ne vous gêne pas cette comparaison ? Ah non, elle ne me gêne pas, elle m'honore, elle me flatte. Je rajouterais juste une chose, il faut effectivement s'indigner, il faut être capable de dire non.
à la passivité, à l'inaction, au conformisme, au suivisme, aux règles, etc. Mais c'est un non pour dire oui. C'est à nouveau là où le message d'espoir est. C'est effectivement, il est possible d'agir. Il faut croire que tout est possible, qu'il est possible de prendre soi-même des initiatives, d'agir pour essayer de changer le cours des choses, changer le cours de sa vie. Il est possible d'échouer. Et quand on échoue, c'est pas grave. Il faut se relever, continuer. Et ça relève à la fois de l'action collective, c'est-à-dire la conviction que vous avez vous-même de pouvoir, chacun d'entre nous, agir et changer les choses. Mais également, c'est pour ça que ce livre est un livre politique, mais également de l'action collective, parce que en cas d'échec, évidemment, l'échec est naturel, elle se produit. Eh bien, il appartient à la société et aux politiques de dire, c'est pas grave, vous pouvez échouer, mais vous pouvez repartir. Un mot de votre ambition européenne également. Vous êtes fermement européen. Le 25 mai aura lieu les élections européennes. Vous demandez justement que l'Europe, elle aussi, ait plus de courage. Vous dites qu'il faudrait plus d'approfondissement et pas d'élargissement, qu'il faudrait mettre un homme à la tête de l'Union européenne. Plein d'ambitions également pour l'Europe au niveau d'une décision européenne. Il y a évidemment des hommes et des femmes à la tête de l'Union européenne, mais ce qui me frappe, c'est la difficulté du fonctionnement et de l'organisation actuelle. Non, exactement. Et puis le manque d'ambition de ces dirigeants. Moi, je suis profondément et résolument européen. Je pense que nous ne serons forts qu'unis, nous, Européens, et ensemble, dans un monde ouvert où la loi des grands nombres prévaut à nouveau. Et on voit croître de grands pays, de grandes puissances comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique, bien évidemment. Et donc, il s'agit pour nous de nous réunir, de nous intégrer plus et de nous coordonner mieux. Là aussi, il faut plus d'audace en Europe. L'élargissement, je crois que nous avons atteint une limite. Il faut maintenant s'engager dans plus d'approfondissement. Merci beaucoup Mathieu Pigasse. Éloge de l'anormalité aux éditions Plomb. Merci d'avoir été notre invité. Alors,